Plutôt là. Ok. Bonjour à tous. Merci d'être venus. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas voir Christian Duprat, qui est un des pionniers de la recherche en agroforesterie, mais il est également élu, donc il est en pleine campagne électorale. Il a des responsabilités politiques. Là, il prépare les élections de ce week-end. Donc moi, je suis Marie Gaume, je suis chercheuse à l'UMR Système de l'INRA de Montpellier et je travaille sur l'agroforesterie. Et je vais essayer de vous présenter les raisons de l'excellente productivité de ces systèmes. Je vais commencer par vous présenter rapidement l'agroforesterie et ensuite je vous présenterai les complémentarités qu'on peut observer entre les arbres et les cultures, les autres effets bénéfiques de l'agroforesterie, avant de survoler rapidement les limites de l'efficience de ces systèmes et les perspectives de recherche, pour conclure sur les freins et les moteurs de l'adoption de l'agroforesterie. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie? C'est l'association de cultures ou d'élevage avec des arbres qui sont soit dans les parcelles, soit tout autour, et qui sont des systèmes traditionnels, ici dans le Perche, les prés-vergers en Normandie, ou le bocage avec des haies émondées en Bretagne. Ces systèmes sont également adaptables à tous les climats. Donc ici, vous avez des rennes avec des arbres pour la production de bois en Suède, des céréales qui sont là sous la neige, avec du bois qui est utilisé pour faire de l'énergie en Angleterre, des céréales toujours avec des arbres qui sont utilisés comme brise-vent en Allemagne, et les arbres ont également une vocation énergétique. Au Portugal, des vaches avec des porcs sous des chênes lièges, et dans le sud de la France, de la lavande avec des oliviers. Mais aujourd'hui, je vais vous parler principalement de l'agroforesterie qu'on appelle l'agroforesterie moderne, qui est adaptée aux contraintes de l'agriculture moderne. Donc ce sont des arbres qui sont alignés dans les parcelles, et la distance entre les arbres est choisie en fonction de la taille des engins agricoles pour permettre les manœuvres des engins agricoles. Et ces systèmes sont très productifs. Pour mesurer la productivité d'un mélange, on regarde la surface qu'il faudrait avoir en séparant les deux pour produire autant qu'un hectare d'agroforesterie. Si la partie agricole d'un hectare d'agroforesterie produit autant de blé que 0,7 hectares de culture et produit également autant de bois que 0,6 hectares de forêt, en additionnant les deux, on voit que les Land Equivalent Ratio, c'est-à-dire la surface assolée nécessaire pour produire autant qu'un hectare d'agroforesterie, c'est 1,3 hectares. Donc l'agroforesterie est 30% plus productive que la séparation des deux. Donc ces chiffres, je ne les ai pas choisis au hasard. Ça correspond à ce qui a été mesuré expérimentalement dans une parcelle de peupliers associée à une rotation basée sur des céréales, des grandes cultures, qui a été plantée en 1996. En 1997, on avait du blé, 2002 c'était du blé aussi, 2003 aussi, on a également eu du colza. Elle a été récoltée en 2009, les arbres ont été abattus en 2009 et vendus en 2010, ce qui nous a permis de calculer donc, le Land Equivalent Ratio de 1,2 à 1,6 selon les parcelles, ce qui est une productivité intéressante puisque sur la même surface on produit quand même beaucoup plus. Cette excellente productivité s'explique principalement par la complémentarité entre les arbres et les cultures, complémentarité pour la lumière, pour l'eau et pour l'azote. Par exemple, pour la lumière, ici vous avez la lumière interceptée par les cultures et par les arbres au cours de l'année. Vous voyez qu'en hiver, les arbres à feuilles caduques n'ont pas de feuilles et la lumière est interceptée par la culture pour sa croissance. En été, après la récolte de la culture, les arbres ont des feuilles et bénéficient de la lumière qui serait perdue sinon. Ce qui fait que la lumière est utilisée par la culture en hiver, par l'arbre en été, et qu'il n'y a compétition entre l'arbre et la culture qu'entre avril et juin. Cette complémentarité est encore plus visible à l'échelle de l'ensemble du cycle de l'arbre, donc dans ce cas-là sur 40 ans.
puisque au début, les arbres tout petits utilisent peu la lumière. Il y a beaucoup de lumière qui est gâchée en tombant entre les arbres. Et donc, sur l'ensemble du cycle, la partie noire, qui est la partie de la lumière qui est perdue, représente 60% de la lumière du soleil qui arrive au cours des 40 ans. Dans le système agricole seul, on a 70% de la lumière qui est perdue puisque la culture n'est pas présente sur l'ensemble de l'année. Alors qu'en associant les deux, en agroforesterie, on réduit beaucoup cette lumière perdue. On a également une complémentarité pour l'eau. Je vous présente ici un exemple fictif d'un bilan approché d'utilisation de l'eau en Languedoc-Roussillon, donc près de là où je travaille. On a à peu près 900 mm de pluie. L'évaporation du sol correspond à 250 mm. La transpiration de la culture 300 mm. Et on a donc 350 mm de pluie qui sont perdus, soit par ruissellement en surface, soit par drainage en profondeur. Or, on sait qu'un couvert de 50 noyers par hectare transpire 250 mm. On peut donc espérer réduire les pertes à 100 mm par an. Cet effet de complémentarité ne peut avoir lieu que s'il y a une séparation spatiale entre les racines des arbres et des cultures, les cultures en surface sur les premiers 60 cm et les cultures des arbres en profondeur sous la culture, les racines des arbres, je veux dire. Ça, c'est un dessin, donc une vue de l'esprit, mais on a mesuré ces densités racinaires en agroforesterie dans des parcelles de noyers 8 ans après plantation et 14 ans après plantation. On a donc le pourcentage de longueur racinaire ou la densité racinaire en fonction de la profondeur. Vous voyez qu'en forêt, en noir sur le graphique de gauche, on a presque la moitié des racines qui sont dans les 20 premiers centimètres du sol, et à partir de 1,50 m, il n'y a plus aucune racine en forêt. Alors qu'en agroforesterie, les racines des arbres sont réparties tout au long du profil et on a 50% des racines qui sont en dessous d'1,50 m. Ce pattern de répartition se retrouve à 14 ans avec, en agroforesterie, la majorité des racines qui se trouvent entre 1,50 m et 3 m, et en forêt, presque la totalité des racines est au-dessus d'1 mètre de profondeur. Donc au final, cette répartition des racines permet une meilleure utilisation de l'eau. D'une part, dans les entrées d'eau, on a toute une partie qui est accessible au système agroforestier et pas au système agricole, qui correspond à l'eau prélevée en profondeur et dans la nappe. Et au niveau des sorties, par rapport au système agricole, le système agroforestier permet de réduire l'évaporation du sol, et par rapport au système forestier, on économise la transpiration du sous-bois, qui est une partie non productive du système. On a également une complémentarité pour l'azote, sur le même principe que la complémentarité pour la lumière, qui est qu'au cours d'une année, le témoin forestier, les arbres, utilisent très peu d'azote pendant tout l'hiver puisqu'ils sont en croissance ralentie. Ils utilisent l'azote pendant l'été. Les cultures en rouge utilisent l'azote pendant la période de croissance des cultures et pas du tout pendant l'interculture, alors qu'en agroforesterie, en bleu, l'azote est utilisé tout au long de l'année. On a un autre effet lié à l'azote qui est lié à la répartition spatiale des racines, qui est ce qu'on appelle le filet de sécurité. Les agriculteurs ont tendance à fertiliser trop les cultures, à apporter plus d'azote que le blé n'est capable d'en prélever. Et donc on a des pertes d'azote qui est lixivié en profondeur. Le filet de sécurité des racines permet aux arbres de pomper cet azote et l'utiliser pour leur croissance. Et donc les pertes d'azote sont réduites en agroforesterie par rapport à l'agriculture et par rapport à la forêt, puisque c'est moins fertilisé que la forêt. On a également d'autres effets bénéfiques de l'agroforesterie qui ne sont pas liés à la complémentarité, mais qui peuvent être liés à d'autres types de facilitation. L'augmentation des ressources, les modifications du microclimat et l'amélioration de la biodiversité. Pour les remontées de ressources, on a deux phénomènes. Le premier qu'on appelle la pompe à nutriments, qui est le fait que les racines des arbres qui vont en profondeur jusqu'à
à proximité de la roche-mère, pompent les nutriments qui sont issus de la dégradation de cette roche-mère et peuvent les utiliser pour leurs racines et leurs feuilles qui, lorsqu'il y a le turnover des racines, une partie des racines meurt chaque année et les feuilles tombent et se dégradent dans le sol, vont libérer ces nutriments qui vont devenir disponibles pour les cultures. L'ascenseur hydraulique, c'est un phénomène qui a lieu la nuit. Les arbres qui pompent de l'eau en profondeur la rediffusent la nuit au niveau des zones sèches du sol, donc en surface, parce que c'est la surface qui sèche le plus. Évidemment, ça ne correspond pas à ces eaux, ça ne correspond pas à une irrigation, donc ça ne permet pas d'alimenter les cultures. Par contre, ça permet de maintenir une humidité permanente dans toutes les surfaces, toutes les couches du sol, y compris en période sèche, et donc de maintenir la vie microbienne du sol active, et donc un sol vivant tout au long de l'année. On a également certaines espèces d'arbres, le robinier Phausacacia ou l'aulne, qui sont capables, grâce à une symbiose avec des bactéries, de fixer l'azote de l'air, l'azote gazeux, et de le rendre disponible pour les plantes. Et toujours par le même principe, lorsque ces arbres perdent leurs feuilles ou ont les racines qui se dégradent, cet azote devient disponible pour les cultures. On a une amélioration de l'infiltration de l'eau, qui permet donc d'avoir plus d'eau disponible et d'éviter des phénomènes d'érosion, grâce d'une part à l'augmentation de la porosité du sol par les racines qui font des conduits qui permettent à l'eau de s'infiltrer, au terrassement naturel, donc le fait qu'il y ait l'arbre et surtout la ligne d'arbre au pied la ligne d'herbe au pied de cet arbre ralentit l'écoulement de l'eau et l'érosion. Et l'agroforesterie augmente également la quantité de matière organique dans le sol et donc la structure du sol et donc sa capacité à absorber l'eau. On a des effets également sur le microclimat, donc un effet protecteur contre les fortes températures en été. Donc l'ombre des arbres en été permet de faire de l'ombre et donc de rafraîchir, ce qui est bien agréable pour les chercheurs, mais également pour les plantes, puisque ça intervient à un moment du cycle de la culture, au moment de la floraison et du remplissage du grain, où les céréales sont très sensibles aux excès de chaleur. Une température supérieure à 30 degrés diminue le rendement notablement pour chaque jour de température supérieure à 30 degrés. J'ai ici un petit témoignage d'un agriculteur qui l'illustre. C'est un témoignage issu du journal télévisé d'Arte il y a un mois à peu près. Bon. Je ne peux pas lancer la vidéo, mais en gros, l'agriculteur dit qu'il y a des années où il perd 10% de son rendement, mais que des années sèches, en particulier comme il a observé l'année dernière, avec beaucoup de chaleur, les arbres font un microclimat qui permet de gagner 5 à 10 quintaux. Donc voilà, c'est dommage qu'on ne puisse pas lancer la vidéo, mais c'est comme ça. L'agroforesterie protège également les arbres contre les tempêtes. Par exemple, là, c'est la tempête de 2009 qui est passée sur le sud-ouest de la France et en particulier ici, où on a une ferme en agroforesterie qui est à proximité d'une forêt domaniale. En forêt, les arbres ont été complètement détruits puisqu'en fait les arbres poussent en forêt dans un milieu qui est très protégé et donc ils sont fragiles et dès qu'il y a un arbre qui tombe, ça fait un effet domino et tous les arbres tombent. Cette photo n'a pas été prise dans cette forêt parce que malheureusement on n'a pas eu la présence d'esprit d'aller prendre des photos, mais bon, c'est pour vous montrer un exemple de la dévastation que cette tempête a pu causer. Dans la ferme agroforestière, les arbres s'en sont sortis. Sur les milliers d'arbres qu'il y a sur cette ferme, 50 ont été déracinés, mais on a pu les relever. L'agriculteur, avec son tracteur, a pu relever les arbres et donc il n'a perdu aucun arbre suite à la tempête. L'agroforesterie permet également d'avoir un effet brise-vent. Il faut savoir qu'un vent trop important est néfaste aux cultures puisqu'il empêche la pollinisation pour les cultures qui ont besoin de pollinisateurs. Il favorise la verse et il assèche le sol. Donc l'agroforesterie protège de ces vents trop importants.
C'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vous ai quand même mis l'effet de l'agroforesterie sur les animaux, puisque c'est un effet très important pour le bien-être animal. Donc, vous voyez ici des moutons, des brebis qui sont toutes à l'ombre, qui se protègent à l'ombre de l'arbre, des dindes. Et ici, ces pauvres moutons qui n'ont pas d'arbre sont obligés de se réfugier sous des parasols, et c'est quand même vachement moins classe. Et enfin, on pense, là ce sont encore des résultats de simulation, donc c'est plus à étudier, que l'agroforesterie peut apporter une adaptation de l'agriculture au changement climatique. Vous voyez ici le rendement des cultures en fonction des années après la plantation des arbres. Et vous voyez qu'en agroforesterie, en bleu, assez rapidement, les arbres grandissent et font de la compétition pour les cultures et diminuent le rendement agricole par rapport aux témoins agricoles. Mais par contre, ce rendement est stabilisé. Dans le cadre du climat futur, on a toujours une réduction, mais qui est moins importante, et on a surtout un effet stabilisateur de l'agroforesterie sur le rendement des cultures face aux variations climatiques qui sont plus importantes dans le cadre du climat prédit pour l'avenir. On a également un effet bénéfique de l'agroforesterie grâce à l'arbre et aussi à la bande enherbée au pied de l'arbre pour la biodiversité. Donc les pollinisateurs, donc des abeilles, des cirfes qui sont pollinisateurs au stade adulte, mais dont les larves mangent les pucerons, donc ont également un effet bénéfique. Les carabes qui mangent des limaces, comme vous pouvez le voir ici, et également pour beaucoup d'autres animaux, mais je vous ai mis ici l'exemple des chauves-souris qui, grâce à leur sonar, se déplacent la nuit, mais qui ne peuvent pas se déplacer dans des milieux ouverts parce qu'il n'y a pas d'obstacle qui leur renvoie l'écho du sonar et qui donc ne se déplacent pas dans les parcelles agricoles et qui reviennent en agroforesterie et qui utilisent la ligne d'arbres comme repère pour se déplacer. Mais tout n'est pas parfait dans toutes les conditions et toujours. Il y a des conditions pour que la complémentarité des arboricultures puisse s'exprimer. Et d'autres, quand ces conditions ne sont pas vérifiées, où il y a de la compétition. Et on ne connaît pas tout non plus sur l'agroforesterie, donc il y a un certain nombre de recherches qui restent encore à mener. Pour qu'il puisse y avoir une complémentarité pour la lumière, il faut bien faire attention à la phénologie des cultures, c'est-à-dire au décalage de cycle entre les stades de croissance des cultures et de l'arbre. Si on prend un blé à cycle court, donc un blé qui va finalement finir son développement assez rapidement, et des noyers à débourrement tardif, donc ils vont sortir assez tard dans la saison leurs bourgeons, on maintient un rendement, donc là en bleu, de la culture acceptable tout au long des 40 ans du cycle de l'arbre. Par contre, si on prend des noyers à débourrement précoce, avec un blé à cycle long, on a une diminution très importante du rendement. Il faut également faire attention à la profondeur du sol. L'agroforesterie ne peut être efficace que si le sol est suffisamment profond pour qu'on puisse avoir cette séparation spatiale entre les racines des arbres et des cultures, et s'il y a suffisamment d'eau dans le système, donc s'il y a des pertes. Sinon, ce sont les cultures qui gagnent la compétition, puisqu'elles sont présentes dès le début du printemps. Et à ce moment-là, on peut avoir assez rapidement, au bout de quelques années, un dépérissement des arbres et des descentes de cimes, et donc des arbres qui n'ont pas de valeur et qui ne grandissent pas bien. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur les fonctionnements des systèmes agroforestiers et sur les meilleures techniques pour les gérer. Et donc, il y a un certain nombre de recherches qui sont menées. Là, je vous ai donné des exemples de recherches qui sont menées dans l'UMR Système de l'INRA de Montpellier. Nous menons des recherches pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement du système, en particulier le partage des ressources en fonction des conditions. Donc là, c'est un exemple d'une fosse qui nous permet de suivre au cours du temps, en temps réel, la croissance des racines. Nous menons également des travaux sur la sélection de variétés de blé adaptées à l'agroforesterie, car il faut savoir que 100% des variétés de 100% des cultures actuellement utilisées en France ont été sélectionnées, des grandes cultures, ont été sélectionnées pour optimiser le rendement en culture pure et en plein soleil. Et donc on pense qu'il y a une marge
d'amélioration des variétés pour pouvoir mieux être adaptées à l'agroforesterie et mieux pousser à l'ombre. Nous travaillons également à concevoir des systèmes de culture qui sont adaptés à l'agroforesterie, donc qui mettraient mieux en valeur les effets bénéfiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui par exemple utiliseraient moins d'engrais et moins de pesticides. Et nous travaillons également à des différentes méthodes de gestion des arbres, par exemple des choses un peu marrantes comme ça, où l'arbre, en fait, on a coupé tout le haut de l'arbre, ce qui permet d'avoir, au cours de la croissance de l'arbre, un premier revenu pour l'agriculteur par la vente de bois de chauffage. Et ces branches repoussent et sont recoupées assez régulièrement, ce qui permet d'avoir donc un revenu régulier et tout de même un tronc de bonne qualité pour pouvoir faire du bois d'œuvre, et ce qui diminue également la compétition pour la lumière entre l'arbre et la culture. On pourrait donc se demander, au vu de ces bons résultats, pourquoi il n'y a pas plus d'agroforesterie en France. Il faut savoir qu'on a jusqu'à, voilà, comme l'expliquait Marc-André tout à l'heure, pensé l'agriculture depuis l'après-guerre comme un système qu'on voulait rendre le plus industriel possible, le plus efficient dans le sens plus facile à gérer. Et donc on a supprimé le plus possible toutes les interactions. Donc pendant longtemps, le paradigme a été il faut séparer, il faut mettre l'agriculture dans un coin, les arbres dans l'autre. Institutionnellement, c'est des institutions différentes qui travaillaient sur la foresterie et l'agriculture, l'agronomie. Et jusqu'à 2006, les parcelles agroforestières n'étaient pas éligibles aux ZPAC, qui sont importantes pour le revenu des agriculteurs. À partir de 2006, les parcelles agroforestières ont été acceptées pour les paiements avec une limite de 50 arbres par hectare. Et seulement en 2010, ce seuil a été relevé à 200 arbres par hectare. Et maintenant, les bienfaits de l'agroforesterie sont de plus en plus reconnus et donc inscrits dans les politiques. Par exemple, dans la nouvelle PAC de 2014, l'agroforesterie est comptée comme une mesure pour le verdissement de la PAC. Et il y a également l'agroforesterie a été inscrite comme l'une des 10 clés de l'agroécologie par le ministère de l'Agriculture. Et il y a également une volonté, pour faire connaître ces systèmes, d'installer des systèmes agroforestiers dans les lycées agricoles. Il y en a 30 actuellement en France sur les 100 qui sont en cours de montage d'un projet agroforestier. L'objectif, c'est d'avoir 100% des lycées agricoles qui ont au moins une parcelle agroforestière de démonstration pour que les nouveaux agriculteurs puissent connaître ce système. Mais la réglementation ne fait pas tout. Vous voyez par exemple ici l'exemple de la région Midi-Pyrénées. Une seule région, donc c'est les mêmes réglementations. Il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, la mesure dont je vous parlais n'a pas été choisie par toutes les régions. Elle a été choisie par la région Midi-Pyrénées, mais vous voyez que les projets agroforestiers sont tous concentrés dans le Gers. Et en fait, c'est grâce à l'action d'une association, l'association Arbres et Paysages 32, qui a sur le terrain des conseillers qui vont aider les agriculteurs, faire un peu de forcing et aussi accompagner les agriculteurs dans le montage de leurs projets agroforestiers, ce qui explique cette grande concentration. Donc ça vous montre l'importance de la communication et du soutien finalement local pour l'agroforesterie. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis tout oui.